Salut à tous les amis, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour la première vidéo de ma série Parlons Football où on va s'intéresser à un sujet qui me tient très à cœur. Perdu entre plusieurs sports, étiquette de paradis fiscal même dans le foot, très peu performant sur la scène internationale, on se demande pourquoi le football suisse ne peut pas rivaliser. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est pas une question que je viens poser sous forme de débat, oui le football suisse peut, non il ne peut pas. Je viens vraiment en essayant d'énumérer les raisons, 3 raisons, selon mes connaissances et selon ce que j'ai pu voir sur le sujet. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le foot en Suisse, donc la culture et l'équipe nationale. Donc il faut savoir qu'en Suisse, le foot c'est vraiment pas un sport national, c'est pas un sport qui prime. Le hockey, le ski, enfin les sports d'hiver et le tennis sont des sports qui ont beaucoup plus d'importance dans la culture en Suisse et ils sont souvent considérés plus comme des sports nationaux et des sports où la Suisse performe beaucoup, donc c'est pas forcément une excuse qu'on entend souvent comme quoi en Suisse on réussit pas parce qu'il y a que 8 millions d'habitants. Non, c'est pas une excuse, voilà, la Suisse n'est pas un pays du football. Donc pour illustrer cela, on peut rapidement s'intéresser au parcours de l'équipe de Suisse en Coupe du Monde, où malgré les 8 premières Coupes du Monde, elle en a participé à 6, malgré ses bons résultats, il y a après la Coupe du Monde 66, 28 ans de disette, où la Suisse va participer à aucune Coupe du Monde, où elle va reparticiper après en 94 à la Coupe du Monde aux États-Unis grâce à Roy Hodgson, puis après une disette en 98 et 2002, pour après reparticiper en 2006, 2010, 2014 et 2018. En ce qui concerne l'Euro, la Suisse n'avait jamais été qualifiée avant 96, donc qui correspond à l'après Roy Hodgson, dont je vais parler certainement dans une vidéo parce que c'est un sujet très intéressant au niveau du football suisse. Et après 96, la Suisse n'a pas participé à l'Euro 2000 et à l'Euro 2012. Les résultats qui se sont enchaînés plus positivement sur ces 20-30 dernières années, 25 dernières années. Et voilà, avant ça, on pouvait voir que voilà, la Suisse avait une grande période de blanc où le foot n'était justement pas mis en valeur. Et c'est vraiment depuis 20-25 ans que ça prend un peu plus d'ampleur. Donc à travers les résultats que je vais d'énumérer, on peut voir, voilà, comme je l'ai dit, la fédération et l'ASF a mis du temps à mettre les choses en place, a mis du temps à faire venir des résultats sur le plan international, mais que voilà, comme je l'ai dit, il y avait réellement avant ça un grand blanc, une grande période sans résultats. Et pour conclure avec la culture et ce dernier point, juste un rapide constat pour vous dire qu'en Suisse, il y a très peu de city stades, donc d'agora comme on appelle aussi ici. Il y en a très peu, à part dans les grandes villes. J'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui m'ont dit que voilà, dans les petits villages, dans les petites campagnes, il y a vraiment très peu de city stades, contrairement à là où est-ce qu'on peut voir en Hollande, en France. Et c'est quelque chose qui impacte vraiment le foot, qui va jouer sur la formation des petits et le fait qu'il y a un manque sur ce point en Suisse, c'est aussi un élément qu'on pourrait amener à ces points. Ensuite, pour le deuxième point, on va s'attaquer à un très gros morceau qui est la formation du football en Suisse. Donc déjà, en prenant les bases, en Suisse, il faut savoir qu'avant les premières structures et éducation sportive qui apparaissent en Suisse à partir de l'âge de 12-13 ans, il y a avant ça tout au plus 3 heures hebdomadairement de sport à l'école, ce qui représente 110 heures sur toute une année scolaire, c'est très très peu. Et c'est un point qui revient souvent que voilà, en Suisse, on met pas assez l'accent sur le sport. C'est quelque chose qui découle naturellement sur les résultats sportifs de certains sports, mais là on cible le foot. Ensuite, il faut savoir que voilà, avant j'ai cité l'âge de 12 ans. En Suisse, avant 12-13 ans, il n'y a pas de réelle structure pour les jeunes footballeurs, comme on peut voir en Uruguay, le baby football. Donc l'Uruguay est un pays où il y a 3,5 millions d'habitants. Et je regardais un reportage sur l'Uruguay justement, où on notait une vraie rage de vaincre dès les plus jeunes qui rentraient sur le terrain, et qui voulaient tout casser, qui voulaient tout gagner. Quelque chose que tu peux très 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 rarement voir en Suisse sur les terrains de football, même jusqu'aux professionnels, où voilà, tu ressens pas une réelle âme de footballeur sur les footballeurs suisses. En ce qui concerne le niveau des catégories élite, donc là c'est un peu bordélique. Le premier vrai niveau élite apparaît à partir de 14 ans, où il y a 2 niveaux, donc élite 1, élite 2. C'est un peu spécifique parce que en M16, donc U16, la branche élite 2 est supprimée. Donc la moitié des joueurs qui évoluaient dans cette catégorie doivent se trouver un nouveau club qui là sera plus dans l'élite.
C'est pareil, en U18, les M18, c'est la dernière catégorie d'élite en Suisse. Donc après M18, il n'y a plus rien, il y a des M21, mais les M21 sont sur les divisions inférieures. Donc il n'y a pas vraiment de vraie structure qui accompagne les jeunes, qui peut les amener à s'habituer au football professionnel. Et s'il y en a, elles sont très minimes et représentent que quelques clubs. Donc pas une grande généralité, de quoi développer tout un pays. Ensuite, en dessous de ces niveaux élites, il y a pour les juniors C, juniors B et juniors A, donc ce qui représente U15, U17 et U19, il y a des catégories qu'on appelle interrégionales, mais qui sont à un niveau, je vais pas dire médiocre, voilà, c'est quand même des équipes qui vont se déplacer, aller dans les autres cantons, mais c'est vraiment pas un niveau très fort. C'est n'importe quelle personne qui connaît un peu le foot, qui s'intéresse à ces niveaux. Même les entraîneurs disent que voilà, le niveau dans ces catégories sous-élite un petit peu est vraiment pas développé. Et je reviens sur le point d'avant, ça instaure pas une réelle concurrence, mettre les joueurs dans la bulle d'un professionnel, et c'est très compliqué. Ensuite, on peut s'intéresser aux techniques de formation, à comment on apprend le football aux jeunes dès leur plus jeune âge, et on peut constater qu'en Suisse, le football, il est vraiment pas centré sur le dribble, sur la technique. C'est autant chez les jeunes que même chez les élites. C'est un football pas très technique, où il n'y a pas beaucoup de dribble. On essaye d'instaurer aux jeunes, de laisser de leur parler tactique, alors qu'ils comprennent pas forcément grand chose. Et on peut le constater en Suisse, il n'y a jamais eu vraiment de grands dribbleurs sur les terrains de foot. On voit jamais vraiment une classe au-dessus par rapport aux autres footballs où les joueurs sont très techniques, et c'est quelque chose qui manque au foot suisse chez les jeunes, mais aussi chez les professionnels. Et voilà, comme je l'ai dit, on n'a jamais vu de grands dribbleurs à part des Shaqiri qui sont, je suis désolé de le dire, c'est un peu cru, mais c'est pas un grand joueur international, et il n'y en a pas en Suisse. Et on peut le constater, il n'y a pas de grands dribbleurs. Donc voilà, ça correspond un petit peu, il n'y a pas vraiment de grands dribbleurs, pas vraiment de grands joueurs, et on peut lier ces deux et se poser des questions sur justement les techniques de formation, comment on inculque le dribble aux jeunes, comment on leur apprend le football de base. Et voilà, je pense que c'est un sujet dont certaines personnes devraient s'intéresser un peu plus. Donc pour finir ce point formation, donc comme je l'ai dit, la Suisse c'est pas un pays du foot, et ça se voit sur les centres de formation qui sont très peu présents en Suisse, les vraies structures qui commencent à l'âge de 12 ans et qui s'arrêtent à 15 ans. Donc ce qui représente pour les Français le collège, nous on appelle ça le cycle d'orientation. C'est la seule vraie structure qu'il y a en Suisse pour les footballeurs en tout cas. Ensuite, à partir de 15-16 ans, les joueurs doivent alterner vraiment entre les études et le foot. Il n'y a pas de réelle infrastructure mise en place. C'est quelque chose qui manque, que j'ai parlé avec certains jeunes qui ont fait justement ces études. C'est pas quelque chose qui est très bénéfique. Le sport est pas mis en priorité. Voilà, on met l'accent quand même sur les études, et c'est, je pense, quelque chose qui joue beaucoup. Il n'y a pas de centre de formation comme on voit en France, comme on voit en Allemagne, en Espagne. Pour comparer tout bêtement, Clairefontaine, il n'y a pas de vrai Clairefontaine en Suisse. Il y a Macolin et d'autres structures un peu similaires, mais c'est pas au même niveau. Il n'y a pas de vraies choses mises en place pour les jeunes en Suisse au niveau de la formation. Alors pour commencer avec la gestion des clubs, on a des investisseurs, des présidents très douteux qui mènent souvent les clubs à la faillite. On a Boulat Chagayev, un investisseur et propriétaire tchétchène qui est venu à Neuchâtel, qui a mené le club à la faillite. On a Marc Roger en 2005 avec le Servette FC, le Lausanne Sport en 2003, le Lugano en 2002, où le président est retrouvé mort dans un lac. Enfin, là, il y a une histoire suicide, donc c'est pas très douteux. Il y a Bellinzone et Bienne en 2013. Voilà, des clubs qui sont gérés de manière catastrophique. Il y a vraiment des problèmes au niveau de la structure, comme on peut voir dans le championnat, mais particulièrement en Suisse. Et en début de vidéo, je parlais de la Suisse comme un paradis fiscal, même dans le foot. On a des histoires avec des clubs, avec des investisseurs très douteux, très étranges, très mystérieux, comme à Locarno, où on a un système de triangulation où concrètement, des joueurs sud-américains, dont Gonzalo Higuaín, seraient passés de River Plate à Locarno avant de signer au Real Madrid. En fait, il s'agit que Locarno était tenu par 3 agents, dont Pini Zahavi, le plus connu. Et c'était eux, ces 3 agents, qui géraient le club.
qui ont géré la transaction, qui ont fait passer Higuaín de River Plate à Locarno pour payer moins de taxes, pour économiser et toucher plus de droits sur le joueur. Voilà, il y a plein d'histoires un peu bizarres comme ça. D'ailleurs, le club a fait faillite en 2018, mais voilà, cette gestion des clubs avec Boula Tchagaev, Marc Roger, des clubs avec des investisseurs très étranges, très mystérieux, mène à un déséquilibre total dans les clubs où la plupart du temps, ça finit en faillite. On a quand même dans le lot des points positifs comme Jim Ratcliffe et Ineos avec le Lausanne Sport, actionnaire principal aussi de l'OGC Nice, Christian Bangli avec le Neuchâtel Xamax qui a réussi à le promouvoir en Super League, malheureusement maintenant en Challenge League. Il y a Christian Constantin qui tient la baraque au FC Sion depuis beaucoup d'années. Un président controversé, mais voilà, qui tient toujours son FC Sion, qui l'a amené notamment à beaucoup de titres en Coupe de Suisse, à l'Europe également. Donc voilà, il y a aussi du positif à tenir malgré une désorganisation totale pour la plupart des clubs. Ensuite, pour s'intéresser à la Ligue, on a une Ligue qui était à la base, donc la première division à 12, qui a régressé à 10. Une ligue très fermée avec qu'une seule promotion par année. C'est pareil pour la deuxième division où qu'un seul club de la troisième division, donc à la première ligue promotion, peut monter en deuxième division. Donc ça crée un format très fermé où on voulait pousser les clubs à être plus pro, plus de compétitivité, mais ça donne des formats assez fermés où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, où le niveau stagne un petit peu. On a une réforme qui a été votée en avril 2020 pour passer comme en Écosse, donc un format à 12, ça a été refusé. Donc voilà, on est un peu, on est dans une sorte de spirale où on stagne, où même le jeu est pas très intéressant, où les stades, on va pas dire vides, mais attirent pas grand monde, à part dans les grands clubs comme IB et comme Bâle, avec des budgets qui sont très réduits par rapport au reste de l'Europe. Donc évidemment, on a le FC Bâle et le Young Boys de Berne qui sont des gros budgets, qui peuvent rivaliser en Europe. C'est eux d'ailleurs qui jouent l'Europe, donc des budgets en 30-40 millions. Mais ensuite, on a des clubs comme Servette, comme Lausanne avant Ineos, Lugano, Grasshopper qui sont en deuxième division maintenant, qui ont des budgets beaucoup plus réduits, qui tournent autour des 10-15 millions d'euros. Et voilà, on peut pas rivaliser. On prend la moyenne en Angleterre. En deuxième division, les clubs ont un budget de 30 millions. D'accord, c'est vrai, c'est beaucoup moins médiatisé, mais voilà, c'est pour donner l'échelle un petit peu. On a Haro, il y a quelques années, qui évoluait en première division avec un budget autour de 6-7 millions. C'est le budget le plus faible en Ligue 2. Après, oui, c'est pas comparable, mais c'est pour vous montrer vraiment qu'il y a un grand gouffre entre la Suisse et l'Europe. Et pour justifier ces budgets très faibles, bah voilà, on peut prendre le cas des droits TV. Après oui, les droits TV, le championnat suisse, c'est un championnat qui attire beaucoup moins l'œil. Peu de gens vont payer un réel abonnement pour ça, mais ça reste tout de même que 24 millions par saison à se distribuer entre les clubs de première et deuxième division. C'est très faible. Après voilà, pas tout le monde touche la même chose, mais voilà, c'est pour vous rendre compte à quel point que ça soit le sponsoring, le marketing, les droits TV, c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup vu qu'il n'y a pas beaucoup d'attractivité dans ce championnat et c'est quelque chose qui influe beaucoup sur le budget des clubs. Donc pour illustrer un peu toute cette gestion des clubs et le niveau de cette ligue qui est pas très élevé, on peut se pencher sur l'indice UEFA où la Suisse est classée 17e, très bas, où il y a très peu de chances de se qualifier en Ligue des Champions. Ces 2 dernières saisons, on n'a pas vu de club en Ligue des Champions. Au niveau suisse, c'est triste. En Europa League, c'est aussi compliqué avec que IB cette saison, IB et Bâle l'année dernière, avec des parcours un peu assez mitigés. C'est triste, mais ça reflète vraiment le niveau de la Suisse, qui n'arrive pas à rivaliser, qui n'arrive pas à s'imposer tant en équipe nationale avec des multiples échecs, jamais passé les quarts de finale. Dans les compétitions européennes telles que l'Europa League, la Champions League, où il n'y a jamais eu vraiment de grande épopée, de grande satisfaction. Donc dans tout ça, on peut retrouver quand même pas mal de positifs. La Suisse qui, voilà, on ne peut pas se comparer au développement des autres pays européens tels que le Portugal, que la Belgique, que la Hollande, pour ne pas citer les top 5. Donc le rythme est moins soutenu que les autres pays européens. Voilà, il y a quand même du positif à tenir, des jeunes pousses aussi qui explosent de plus en plus. Malheureusement, qui ne font pas développer le football
à l'échelon national, qui partent rapidement en Bundesliga, mais je pense que le football suisse est quand même à suivre ces prochaines années. Et on ne sait jamais, pourquoi pas, un exploit un jour. Et je pense que c'est ce qu'on espère tous. Alors pour conclure cette vidéo, je pense que voilà, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de débat, la Suisse ne pourra jamais rivaliser avec les grands d'Europe, donc ça soit le top 5 et les grands pays comme la Hollande, la Belgique, le Portugal, même la Russie. Cette vidéo était vraiment là pour expliquer les raisons pour lesquelles je pense que voilà, la Suisse fait défaut. Donc les raisons sont les suivantes. Il y a principalement que la Suisse n'est pas un pays du football. Ensuite, que le niveau de formation fait défaut. La gestion des clubs aussi, et un format et une ligue qui ne met pas en valeur et qui ne fait pas rayonner ces clubs en Europe. Donc voilà, moi je pense que dans l'ensemble, le gouffre, la différence entre la Suisse et les autres pays européens, donc championnat ou équipe nationale, ne va faire que s'élargir. La différence est trop grande. La Suisse se développe, oui certes, mais n'arrivera pas à suivre. Le seul espoir qui est placé, c'est avec les jeunes pousses qu'on espère voir éclore un jour. Malheureusement, voilà, c'est un constat. Eux ne veulent pas exploser en Suisse, veulent s'exporter le plus rapidement à l'étranger, notamment au Bundesliga où cette saison, il y a 17 joueurs suisses qui évoluent en Allemagne. Ça illustre un peu voilà, ce championnat qui fait pas rêver, qui est pas très attractif. Et voilà, je pense que c'est un ensemble, c'est un tout. Et ça représente beaucoup le football suisse. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo, voilà, comme je l'ai dit, qui me tenait beaucoup à cœur. Une vidéo où j'ai essayé de ne pas être très long. J'avais beaucoup de choses à dire. C'est peut-être une vidéo où il y aura une deuxième partie. On ne sait pas. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'être le plus concis, le plus explicite. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.